Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy. Aujourd'hui, on va faire un petit top 5 des armes de héros ou d'antagonistes, on ne sait pas, qui me parlent le plus. Quand je dis qui me parle, c'est que quand tu as cette épée, elle te raconte quelque chose. Mais attention, hein, on ne va pas parler des armes ultimes qu'on doit farmer pour avoir à la fin du jeu. Non, non, je parle de l'arme de base du héros ou de l'antagoniste. J'en ai choisi 5. Et bien sûr, les amis, encore une fois, c'est mon top, c'est mon avis et c'est mon ressenti sur la question. Parce que bien sûr, il va y avoir des armes d'autres héros de Final Fantasy ou d'antagonistes qui ne seront pas dans ce top car c'est le mien. Alors, je vous prie d'avoir un peu l'esprit ouvert et de comprendre que cette vidéo, c'est mon ressenti, c'est mon avis sur la question. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. On va commencer avec la 5e position, avec l'épée Fraternité de Tidus dans Final Fantasy X. L'épée que reçoit Tidus lors de son arrivée à Bayside de la part de Wakka n'est autre que l'épée Fraternité. Moi, j'adore son design, j'adore ce côté aquatique, on voit des reflets bleus, bah, ça représente la mer, et c'est tout bonnement l'idéal pour représenter Final Fantasy X, car n'oubliez pas à l'époque, c'était surtout connu, Final Fantasy X, on va dire, a été sur l'élément de l'eau. Le Blitzball, Sin qui au début est un monstre, on va dire, aquatique, Tidus sait nager avec Wakka et Riku, voilà. De toute façon, à l'époque, on nous avait dit, ça va beaucoup tourner autour de l'eau. Et cette épée, Fraternité, représente totalement cet esprit dans Final Fantasy X. Mais en plus, Fraternité, c'est l'épée de Chappu, le frère de Wakka. Quand Wakka va donner l'épée Fraternité à Tidus, il va lui faire un cadeau familial. C'est même pas son épée, c'est l'épée de son frère, mais il va faire tellement confiance. Et moi, quand j'avais joué à l'époque, ben, ça m'avait touché parce que je me dis, ben, il vient de le connaître et il lui fait déjà confiance. Pourquoi? Parce que Wakka revoit Chappu en Tidus. Ils ont carrément le même faciès, à part qu'ils n'ont pas la même couleur de peau et la coupe de cheveux et la couleur de cheveux surtout. Mais on voit que c'est une transmission. On voit que ben, Wakka veut donner cette épée à Tidus. C'est comme une chance, je te donne la chance, tu rentres dans nos groupes, je te fais confiance. Et j'aime bien dans la scène parce qu'on voit aussi Loulou quand il lui donne l'épée, parce que Loulou à la base, elle était en couple avec Chappu et elle voit cette transmission. Et moi, à l'époque, ben, ça m'avait vraiment touché cette transmission d'épée à un compagnon. Et j'ai bien aimé. En 4e position, on vient sur Final Fantasy IV. Dans Final Fantasy IV, on suit l'aventure de Cécile, le Chevalier Noir. Un héros torturé, un héros avec une apparence de démon avec son armure noire, mais surtout un héros qui doute, qui se pose des questions. Et pour la première fois dans Final Fantasy IV, les héros ne tournent pas autour de l'aventure, c'est l'histoire du jeu qui tourne autour de son héros Cécile. Et ça, à l'époque, j'avais trop kiffé. Quand vous arrivez plus tard dans le jeu sur le mont Supplice et que Cécile doit faire sa rédemption car il n'en peut plus d'être un chevalier noir, il doit devenir paladin pour pouvoir se faire pardonner de tous ses péchés, tous ces actes maléfiques qu'il a fait sur l'ordre du roi de Baronne. En faisant toute la quête du mont Supplice, il y a un combat qui est pour moi symbolique, qui est génial, c'est que au moment où Cécile devient un paladin, il reçoit une certaine épée. Et cette épée, c'est l'épée légendaire. C'est l'épée de son père. Mais à l'époque, tu ne le sais pas, toi. Tu entends une voix qui te dit « Ouais, voilà, je te confie. » Et c'est seulement à la fin qu'il lui dit « Mon fils ». Alors on se rend compte que c'est le père de Cécile qui te confie cette épée. Et puis tu as ce combat, pour moi, emblématique de la saga Final Fantasy. Le bien contre le mal. On voit ce côté paladin de Cécile avec l'épée légendaire contre son côté obscur qui est le chevalier noir. Et même le combat est symbolique en lui-même. Pourquoi? Parce que Cécile ne doit pas attaquer sa part d'ombre. Il doit encaisser les attaques de ces derniers pour se faire, on va dire, pardonner toute la douleur qu'il a infligée aux autres. Eh ben, il doit la reprendre en tant que paladin. C'est ça. Et en même temps, on nous donne déjà quelques éléments pour la classe paladin. Tu es le tank. Le tank dans le jeu vidéo, c'est quoi? C'est celui qui va endosser, qui va ramasser les dégâts pour protéger ses coéquipiers. Et le but de ce combat, c'est de encaisser les attaques de son côté obscur jusqu'à avoir cette rédemption. Et à un moment,
s'il va tellement ramasser que le combat va s'arrêter et qu'il aura gagné contre sa part d'ombre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été dans le mal. Il a seulement encaissé, il a accepté cette douleur et il en a fait sienne pour pouvoir avoir la rédemption. C'est l'épée de la rédemption de ce style. Même si à l'époque c'était de la Super Nintendo ou encore après avec de la DS, on a eu avec la version DS qui est maintenant officiellement le remake de Final Fantasy IV, on voit cette scène quand il attrape l'épée légendaire et qu'il devient le paladin. Il a été pardonné, maintenant il peut continuer son aventure, le cœur léger. Et j'ai adoré cette scène avec cette épée légendaire. Troisième position, et là c'est le fanboy qui va parler, c'est la Masamune de Sephiroth. C'était obligé que je parle de l'épée Masamune de Sephiroth. Elle est juste hyper stylée à l'image de son porteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand Tetsuya Nomura avait proposé le design de Sephiroth, il avait dit que son épée est à l'image du personnage. Parce que quand vous voyez, on voit un Sephiroth à l'apparence élancée, une chevelure grise, longue. Il a ce côté divin et il lui fallait une épée à sa hauteur. Et clairement, la Masamune, cette fois, est à ça, mais de plus longue. La Masamune est beaucoup plus longue. Pour nous montrer qu'il y a que Sephiroth qui peut manier cette arme. Et on voit ce côté divin. On sent que cette épée est juste épique. De toute façon, dans la tradition japonaise, dans les légendes japonaises, c'est la Masamune qui choisit son porteur. La Masamune choisit toujours un porteur au cœur pur. Ça nous raconte déjà un peu l'histoire de Sephiroth, car à la base, Sephiroth, c'est pas un enfoiré. À la base, on le voit dans Crisis Core, c'est quelqu'un de bon, de sympa, qui a des potes, certes, qui est très renfermé sur lui-même, mais ce n'est pas une ordure, c'est seulement que plus tard qu'il va évoluer, on va dire, vers le côté obscur. Mais avant cela, la Masamune l'a choisi, car c'est dans les légendes japonaises, la Masamune, son porteur doit toujours avoir le cœur pur. À la base, la Masamune, l'a choisi. Ça en dit beaucoup sur le personnage de Sephiroth, seulement avec une épée. Et on va pas se mentir, quand la première fois, on a tous vu Sephiroth avec ce katana de ouf, on s'est dit purée, ce type, ça doit être un monstre, parce qu'il est immense. C'est très, très compliqué à manier ce genre de katana. Et la Masamune, elle est tellement stylée, elle est tellement élancée, fine, elle est quasi divine, comme son porteur Sephiroth. Voilà, c'était la troisième position pour ce top. On va passer à la deuxième position avec la Gunblade. Non pas la Lionheart, mais la Gunblade dans Final Fantasy VIII. L'arme principale de Squall Lionheart. Alors, ce que j'ai kiffé à l'époque, c'était quoi? C'était le design. C'était l'ingéniosité de cette arme. C'est une épée avec un revolver. Ça veut dire que tu pouvais frapper au corps à corps et tirer avec la Gunblade. C'était épique. J'y aurais jamais pensé. De plus, cette épée t'apporte un gameplay, car à chaque fois que tu tapes, tu devais appuyer sur R1 au bon moment pour que Squall tire et ça fait une explosion en plus et ça fait des dégâts et c'est excellentissime. Mais attention, la Gunblade, c'est déjà un bon gameplay, un bon design, mais sur cette Gunblade, on voit Chronos, on voit la bête légendaire, l'idéal de Squall. J'ai fait une vidéo, c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur l'univers Final Fantasy VIII où je parle de Chronos, mais on voit déjà que sur cette épée, on voit la bête légendaire. On voit que cette épée, elle représente l'idéal de Squall. De toute façon, dans Final Fantasy VIII, Sid Kramer nous dit que Squall est à la base, il a un don pour manier ce genre d'arme. Et le design, il est trop épique. Plus la gravure qu'il a mis de Chronos ou Griever en anglais, pour nous donner, voilà, c'est mon arme, c'est mon objectif. Elle est gravée sur son épée, même si Squall aussi a le symbole de Chronos sur son pendentif ou encore sur sa bague. Mais voilà, la Gunblade, pour moi, c'est surtout l'originalité de l'arme, le style. Et la Lionheart, c'est autre chose. Mais si ça vous plaît, je vous ferai des vidéos sur les armes ultimes des héros dans Final Fantasy. Mais là, c'est juste pour vous expliquer pourquoi ces armes, elles sont stylées de ouf. Première position, il n'y a pas à chipoter. Hein. La Buster Sword, les amis, s'il vous plaît. Mais non, hein, c'était obligatoire que c'était la Buster Sword, car la Buster Sword nous raconte trop de choses dans la compilation Final Fantasy VII.
Généralement, dans les autres jeux, les armes ultimes n'apparaissent qu'une fois. Elles sont un petit peu détaillées, on a un petit peu de background. Mais dans la compilation Final Fantasy VII, la Buster Sword est une arme légendaire. C'est une arme iconique. Pourquoi? Parce qu'elle nous raconte quelque chose. Surtout dans Crisis Core où son lore a été mais vraiment détaillé. Et je vais faire un petit récapitulatif parce que je me suis trompé. En fait, la Buster Sword, la première fois qu'elle apparaît, c'est dans Advent Children. Et moi, j'ai dit dans Crisis Core. Mais ça ne change rien à la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, cette Buster Sword nous raconte quelque chose. Et ils ont carrément changé son design dans Advent Children pour donner un autre aspect à cette arme. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue. Hein. Je l'explique très bien dans la vidéo sur la Buster Sword, mais pour vous dire que dans Advent Children et puis dans Crisis Core, on voit une Buster Sword dorée, un peu arrondie, comme si c'était un trésor, comme si c'était un objet d'art. Pourquoi? Parce qu'elle nous raconte quelque chose, cette Buster Sword. Que ce soit dans Final Fantasy VII, ou dans Crisis Core, ou dans Advent Children. C'est à la fois dans Crisis Core et dans Final Fantasy VII une histoire d'héritage, car dans Final Fantasy VII, on voit à la fin du jeu que Zack transmet la Buster Sword à Cloud, mais on le voit mieux dans Crisis Core, c'est que Cloud devient l'héritage vivant de Zack. Mais Zack, cette Buster Sword, il l'a déjà hérité d'Angel, qui pour lui, c'est un trésor familial. C'est dans le jeu, Angel, on le voit jamais utiliser sa Buster Sword parce qu'il n'a pas envie de l'émousser, il n'a pas envie de l'endommager car c'est un trésor. Et c'est ça que doit nous raconter une arme. Mais pour la Buster Sword, ce qui est chouette, c'est qu'elle a pu évoluer dans toute la compilation de Final Fantasy VII. Dans Final Fantasy VII, héritage de Zack à Cloud. Dans Crisis Core, on en apprend plus. On voit que Angel fait hériter la Buster Sword à Zack, mais en lui transmettant cette Buster Sword, il lui donne ses principes de vie. Tu dois sauver ton honneur. Et il lui donne, comme le Bushido pour les Japonais, c'est trop stylé, c'est un chemin de vie. Et dans Crisis Core, on voit bien durant la cinématique qu'il déchire, tu es mon héritage vivant, Cloud. Et il lui donne cette Buster Sword en lui disant, c'est toi qui dois faire la suite. Et après, cette Buster Sword dans Advent Children, on va dire quand on suit la compilation au niveau chronologie, cette Buster Sword devient un fardeau pour Cloud parce que il ne s'est jamais pardonné de la mort de son ami Zack, mais aussi un peu d'Iris. Mais voilà, et on le voit très bien dans Advent Children, quand on voit cette épée délaissée, le temps est passé, on voit qu'elle commence un peu à rouiller. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd pour Cloud. Il n'arrive pas à s'accepter, il n'arrive pas à accepter cet héritage de Zack, pardon. Il a fallu toute l'histoire d'Advent Children pour qu'il comprenne qu'en fait, cet héritage n'est pas un fardeau. Non, loin de là, c'est une manière de vivre. Et à la fin, on voit bien la Buster Sword dans l'église, elle est plantée, elle est stylée, elle est belle, il a à nouveau, il prend soin d'elle dans l'église, ça veut dire Zack et Iris, de nouveau réunis, bien sûr c'est une symbolique, hein. Et c'est ça une putain d'épée, c'est ça la Buster Sword, c'est plus qu'une épée badass, non, c'est une épée qui te raconte quelque chose, c'est une épée qui va loin, si tu veux en apprendre, il y a des choses à dire sur la Buster Sword, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Voilà, c'était mon top 5 des épées, des armes qui nous racontent quelque chose dans la saga Final Fantasy. Et bien sûr, encore une fois, c'était que mon avis. Vous, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre top dans les commentaires, histoire qu'on en discute comme d'habitude. Vous savez que je kiffe ça. Et si je vois que cette petite vidéo vous plaît, je ferai le top 5 des armes ultimes, Lionheart, ou Omnislash, Ultima, etc., etc. Mais ça va dépendre de vous. Voilà, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo top sur Final Fantasy.